Tous ces abrutis allaient la rendre folle. Du haut de son balcon du 3e, Kofi les fusillait du regard. Elle aurait aimé les voir crever, tous ces connards. Depuis le début du confinement, cette engeance proliférait encore plus vite que le virus. En dépit des appels à la raison du personnel soignant et du gouvernement, ils étaient chaque jour plus nombreux. Comme si la soudaine interdiction rendait irrésistible ce qui d'ordinaire les indifférait. Ainsi, d'incorrigibles casaniers découvraient les joies du pique-nique dans la pelouse, des enfants et adolescents, habituellement rivés à leur console de jeu, ne juraient plus que par les loisirs de plein air. Les accros aux réseaux sociaux délaissaient la communication par smartphone interposé pour renouer avec l'échange de bons vieux postillons potentiellement pathogènes. Les courses massives et hebdomadaires s'étaient muées en achats sporadiques et quotidiens. Et on avait également assisté à une recrudescence des promeneurs de chats. Pour couronner le tout, des sédentaires, dont la seule activité sportive probable de ces 20 dernières années se limitait à appuyer sur la télécommande et lever leur gros cul pour aller chercher une bière, endossaient des survêtements sortis d'on ne sait où. Ils se convertissaient en masse au jogging. Alors que Kofi, fervente adepte de la discipline, se privait de ses 3 séances hebdomadaires pour optimiser les effets d'un confinement qu'elle trouvait trop permissif. Les services de réanimation étaient saturés. L'épidémie tuait des centaines d'individus par jour. Mais il fallait laisser aux Français le sacro-saint droit de faire leur jogging. Quel peuple de connards! Même les Italiens et les Sénégalais se montraient plus disciplinés, c'était pour dire. Kofi connaissait bien son sujet. Elle était métisse sénégalo-italienne. Son père, un militaire français d'origine sicilienne, avait rencontré sa mère au Sénégal lors d'une mission. Et Kofi, depuis toute jeune, était habituée à passer ses vacances dans les 2 pays d'origine. Malgré toute la folie et l'indiscipline dont pouvaient faire preuve les Sénégalais et les Italiens, il n'avait jamais atteint le niveau de connerie des gens en bas de sa fenêtre. Marc, amusé, la regardait arpenter le salon, en long et en large, tout en agitant ses bras et sa tignasse. Il trouvait sa femme belle, et encore davantage lorsqu'elle était en colère. Ils étaient l'eau et le feu. Lui, si calme et posé. Elle, si extravertie et explosive. C'est lui qui l'avait surnommée Kofi, en référence au film de Blaxploitation avec Pam Grier. Avec sa silhouette élancée, sa grande gueule et son tempérament pas commode, ce surnom lui allait comme un gant. De plus, même si elle n'arborait pas une coupe afro, ses cheveux souvent dressés sur sa tête se montraient aussi indomptables que leur propriétaire. Comme l'héroïne de cinéma dont elle portait le nom, on avait l'impression qu'elle y dissimulait des lames de rasoir pour que toute tentative de crépage de chignon s'achève par de profondes entailles sur les mains des malheureuses qui s'y seraient risquées. À l'instar de son sang, ses tenues étaient à la croisée des 2 mondes. Les couleurs vives et chaleureuses de la mode afro, associées à la sobriété de costumes dignes des plus illustres couturiers italiens. Quand Marc la taquinait en l'appelant sa panthère, Kofi s'esclaffait puis redevenait sérieuse. À ce moment, elle le traitait de sale petit enfoiré de colon blanc, l'accusant d'animaliser les personnes de couleur. Et elle lui reprochait l'usage de l'expression « personne de couleur », alors que Marc ne l'employait jamais. Elle le pointait du doigt, comme si elle lui jetait un sort, et elle citait Senghor, quelque peu revisité. « Vous les blancs, quand vous avez chaud, vous devenez rouge. Quand vous avez la trouille, vous devenez bleu. Si vous êtes malade, vous êtes tout vert. Et vous osez nous appeler, nous les noirs, des personnes de couleur. » Marc éclatait de rire. Et Kofi, déstabilisé, riait aussi. Il aimait ses joies et ses colères enfantines. Lui, toujours d'humeur constante, avait l'impression que sans Kofi, pour y apporter du relief, sa vie ressemblerait à un électrocardiogramme plat. Kofi était sa raison de vivre. Et jamais Marc ne se formalisait quand elle s'emportait. En cet instant, par exemple, alors qu'elle se lamentait de la bêtise et de l'indiscipline de ses voisins, Marc, avec son flegme habituel, lui expliquait qu'elle avait raison, mais qu'en s'énervant de la sorte, c'était à elle qu'elle faisait le plus de mal. Alors Kofi explosait. « Mais comment fais-tu pour supporter ces abrutis ? On dirait que tu t'en fiches. On dirait d'ailleurs que tu te fiches de tout. » Et Marc lui expliquait qu'il existait une nette différence
entre ne pas s'énerver et se ficher des choses. Mais ça ne calmait pas Kofi. Rien ne calmait d'ailleurs jamais Kofi. Depuis son plus jeune âge, elle était une bagarreuse née. Ses parents l'obligeaient à aller à l'école en jupe. Mais elle emportait toujours un pantalon dans son sac et se changeait en arrivant. Avez-vous déjà essayé de vous battre avec une jupe? Non, bien sûr. Beaucoup trop compliqué. À l'âge adulte, elle a conservé cette attitude. Et on ne compte plus les mecs qui ont dû en rabattre après un différend en voiture avec la dame. Kofi n'hésite jamais à sortir de son véhicule. À chaque fois, c'est pareil. Elle claque la porte avec fureur, martèle le macadam de ses talons et arrive vers sa cible en faisant de grands gestes dont seule une métisse italo-africaine est capable. Agressive comme une lionne, elle tétanise d'entrée sa proie et tous s'excusent piteusement. Ils s'excusent parce qu'ils ont tort. Kofi a toujours raison, parce que Kofi suit toujours les putains de règles. Avec un père militaire, elle a appris à filer droit. Elle sait que parfois, un détail fait la différence entre la vie ou la mort. Sur la route, quelques kilomètres heure de plus ou quelques mètres de moins sur une distance de sécurité peuvent vous envoyer directement au cimetière. Alors chaque jour, quand elle fait son taf de commercial, elle rage après ces irresponsables qui mettent les autres et eux-mêmes en danger. On a beau leur diffuser des campagnes choc, des spots avec des mères éplorées, des jeunes dont l'hémoglobine se répand comme dans un film gore. Ils continuent à conduire comme des cons, ne comprenant pas que la boîte de conserve qu'ils prennent pour une armure deviendra leur cercueil de métal. C'est pareil avec la clope. Kofi déteste les fumeurs. Son petit frère est mort d'un cancer du pharynx malgré tous les avertissements de sa grande sœur. Le gamin n'a pas su s'arrêter. Kofi se l'était juré. Quand elle le retrouvera au paradis, elle bottera le cul de ce petit salopard et après seulement, elle le serrera très fort dans ses bras. Les fumeurs sont incorrigibles. Vous pouvez leur inscrire fumer tue un gros caractère sur les paquets, exhiber des photos de poumons carbonisés. On a beau leur dire qu'ils vont finir aveugles, ne plus bander ou se retrouver avec un trou dans la gorge, ces connards continuent à fumer comme ils continuent de faire les cons en voiture. C'est sans espoir. Et avec le virus, c'est la même chose. Ils ont tous l'impression qu'ils vont passer à travers les gouttes. Ils se réfugient derrière l'argument que le virus touche seulement les vieux. À croire que ces gens n'ont pas de parents, pas de grands-parents, d'handicapés ou de diabétiques dans leur famille. Ils se prennent tous pour des épidémiologistes ou des virologues. Depuis le début, ils expliquent à Kofi avec un air détaché et condescendant que la grippe tue bien plus de monde chaque année et qu'on n'en fait pas toute une histoire. Kofi ne comprend pas comment ils font pour ne pas comprendre. Les Chinois, quand même, c'est pas un peuple de glandeurs. S'ils ont totalement gelé leur économie et stoppé l'activité du pays, ce n'est certainement pas pour une simple grippe. Mais ça leur échappe à ces connards. Il y a aussi les convertis, ceux qui, après avoir compris la gravité de la maladie, ont carrément sombré dans la paranoïa. Kofi se rappelle bien. Le lundi, quand elle est arrivée au travail, les mêmes qui la semaine précédente la prenaient de haut quand elle disait que la situation était grave, avaient radicalement changé d'attitude. Ils trouvaient même que le gouvernement se montrait trop laxiste. Et Kofi ne s'est pas senti d'humeur de leur rappeler que le vendredi, ils s'inquiétaient encore de leurs vacances et d'autres petits détails insignifiants, parce que selon eux, il fallait continuer à vivre. Vivre pour ces zombies, c'est consommer. Ils n'en ont rien à foutre de leurs parents, de leurs amis. Tout ce qui compte, c'est leurs petites vacances au ski, leurs sorties au ciné, la nouvelle série Netflix, aller s'enquiller de 3 bières entre amis. Quelle bande de nazes. Le pire, c'était ceux qui étaient carrément devenus agressifs. Quand Kofi leur disait bonjour avec le sourire, il la foudroyait du regard. On avait l'impression que la loi martiale était passée, et que les choses étaient devenues si graves que manifester un peu de joie de vivre dans ce monde devenait un sacrilège. Kofi était bien contente d'être confinée, et ne plus voir tous ces connards qui se la jouaient. Je vois pas où est le problème, et qui allaient maintenant se pisser littéralement dessus. Qu'ils aillent tous au diable. La goutte qui avait fait déborder le vase, c'est quand cette connasse de Nadine, leur voisine du rez-de-chaussée, lui avait expliqué en parlant du confinement que tout ça c'était vraiment n'importe quoi, que c'était des conneries d'occidentaux. Et Kofi a rétorqué que les Chinois et les Coréens du Sud, qui avaient pris des mesures plus marquées, ne correspondaient pas trop à la définition d'occidentaux. Nadine s'est alors emportée, en traitant Kofi de parano, et que ça ne l'étonnait pas avec sa mentalité de militaire,
qu'elle adhère à cette connerie de dire que nous sommes en guerre. À ce moment, Kofi a arrêté de parler et a imaginé comment rendrait le visage de Nadine avec les incisives cassées ou le nez en sang. Elle a regardé la posture de sa voisine, s'est dit qu'elle pourrait lui briser la mâchoire. Mais Marc n'approuverait pas. Il déteste les histoires avec les voisins. Alors, après s'être assurée qu'elle était en dehors du champ des caméras de surveillance, elle s'est contentée d'un bon vieux crochet du gauche, au foie, comme son père lui a appris. On prend bien puis sur les jambes. On amorce une rotation des hanches, de l'épaule. On met bien le poids du corps. On laisse le poing partir en dernier. Et on revient vite en garde. Si vite que votre voisine vous regarde hébété et se demande ce que vous avez fait, avant de comprendre que vous l'avez frappée et qu'elle s'écroule au sol pliée en deux. Kofi s'est ensuite abstenue de tout coup de pied sur sa victime à terre. Elle est juste partie en se frottant comme on fait quand on est satisfait du travail qu'on vient d'accomplir. Pas de trace, Marc n'en saura rien. C'est la parole de cette folle contre la mienne. Ensuite, Kofi, un masque de chirurgie sur le visage et armé d'un couteau de cuisine, s'est rendue dans le parc de la résidence. Elle a traversé le gazon en gardant bien ses distances de tous ces foutus branleurs. De toute manière, quand ils ont vu le couteau, personne n'a essayé de s'approcher. Elle s'est dirigée vers le noisetier et elle a coupé une grosse branche. Elle en a aussi prélevé quelques autres de taille plus modeste. Puis elle est rentrée dans le hall, a fait un détour par les caves et est remontée chez elle avec dans les bras ses branches, des chambres à air et des câbles de frein à vélo. De retour chez elle, elle n'a même pas pris le temps de répondre quand Marc lui a demandé ce qu'elle comptait faire avec tout ça. Elle s'est enfermée dans la cuisine et est ressortie 1 heure après avec un arc et des flèches. Elle a appelé son fils Tino et lui a demandé de ramener toutes ses billes, du moins celles qu'il n'aimait pas trop. Elle lui a tapé sur l'épaule. « T'inquiète, je t'en rachèterai. » Puis elle est sortie sur le balcon et elle a gueulé « Bande d'enfoirés !» Marc lui a tapé sur l'épaule et lui a murmuré « Chérie ?» Mais quand Kofi s'est retourné et qu'il a vu son regard, il est tranquillement allé se rasseoir sur le canapé. Puis Kofi a gueulé à nouveau. « Ah, pareil que vous n'avez pas peur ? Eh bien, on va voir ça. » Et elle a commencé à tirer des flèches. Elle visait exclusivement les jambes et elle a fait mouche 2 fois. La première, la flèche a rebondi sur la jambe d'un jeune qui portait un survêtement. Mais le vieux qui jouait à la pétanque en short a eu moins de chance. Le projectile qu'elle avait pris soin de tailler en pointe s'enfonça d'1 ou 2 centimètres dans son mollet. Le vieux s'est effondré en se tenant la guibole et en gueulant comme un putois. Pathétique. Les gens ont essayé de s'abriter dans les entrées, mais Kofi avait pris la peine de toutes les condamner en attachant les poignets avec des serre-flex. Ils étaient tous à sa merci, et elle allait leur donner une bonne leçon. Quand elle eut épuisé sa réserve de flèches, elle passa aux billes qu'elle tirait à l'aide d'un lance-flèche. La plupart des victimes s'en sortirent avec des bosses et des contusions légères, excepté M. Bertrand qui fut touché à l'œil. D'ailleurs, quand il cria « Cette négresse m'a éborgné !» Kofi lui gueula « Ça te faisait plus marrer quand ça arrivait qu'aux gilets jaunes, espèce de sale facho !» Puis les flics ont fini par arriver. Certains se sont même bien marrés. Faut dire que du haut de son balcon, Kofi, avec sa chemise à col en pelle à tarte, ressemblait à une sorte de version afro et féminine de Tony Montana à la fin de Scarface. Elle était aussi survoltée. Et comme Kofi ne voulait pas se calmer, les flics ont tiré avec une seringue hypodermique, une dose à endormir un rhinocéros. Kofi a gémi, puis elle s'est écroulée. Marc l'a prise dans ses bras, un peu inquiet, et Kofi lui a dit « Laisse-moi dormir, chérie. Je crois que j'ai besoin de me reposer. »